Bonjour à tous, je suis l'oncle Buck. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans ma toute première chronique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le nouveau chroniqueur parmi les successeurs de Disney. Et pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que je ferai comme genre de chronique, je vous expliquerai tout ça à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, je vous souhaite à tous une joyeuse Saint-Valentin. Et ouais, pour ma première chronique, j'ai décidé de faire un top sur les meilleures romances de Disney. Alors attention, il y en a certains qui seront peut-être pas d'accord avec ce que je vais dire, ou peut-être pas d'accord avec le classement. Ça, ce sont mes préférences. Mais vous en faites pas, même si c'est un classement subjectif, je resterai d'un point de vue objectif sur l'ordre de ces romances. Bon allez, c'est parti, c'est l'heure du top des meilleures romances de Disney. Numéro 6. Pocahontas et John Smith dans Pocahontas. Un couple des plus appréciés par les fans de Disney. Et je suis d'accord avec eux, c'est l'une des meilleures romances que Disney ait jamais faites. L'exemple typique à la Roméo et Juliette. Deux personnages venant tous deux de mondes différents et opposés l'un envers l'autre, mais finissent par s'aimer. Pocahontas vient d'un monde préférant vivre au contact de la nature et l'honorer. Je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. C'est également une ravissante princesse indienne dotée d'une grande sagesse pour son âge. Rêvant d'aventure et souhaitant fuir certaines traditions de son peuple, comme épouser un homme qu'elle n'aime pas. Et John Smith, venant de l'ancien monde, plus évolué technologiquement, et plus envieux de conquérir de nouvelles terres pour la gloire et la fortune. Mais contrairement au sien, John Smith a plus le cœur d'aventurier, désirant de découvrir les merveilles du Nouveau Monde. Toute ma vie j'ai cherché cette terre de cocagne, aux mille visages sauvages au gré des paysages. Mais il garde un certain préjugé vis-à-vis de Pocahontas et de son peuple, que cette dernière va vite lui faire changer d'avis. Pour toi, l'étranger ne porte le nom d'or que s'il te ressemble et pense à ta façon. Es-tu sûr au fond de toi d'avoir raison? Mais à cause des préjugés, mais surtout à cause de la folie ambitieuse de Radcliffe, les deux amoureux se retrouvent séparés et leur monde s'apprête à s'entretuer. Des concerts qui crèvent des sauvages, moi je les veux tous morts. Détruisons cette race, qu'il n'en reste aucune trace. Mais c'est leur amour qui va mettre fin aux hostilités et se les faire retrouver. Enfin, si un certain imbécile n'avait pas fait ça. Non! Ce drame obligera Pocahontas et John Smith à se séparer. Et cette romance aurait pu être plus haut dans la liste s'il n'y avait pas eu une suite de mauvais goût. Pocahontas et John Smith, un amour qui va au-delà des frontières et des préjugés. Numéro 5. Carl et Ellie Fredricksen, dans Là-haut. Une romance qui est montrée d'une façon assez particulière, puisque c'est l'une des rares qui est montrée d'une façon muette, juste en accompagnement musical. Et cette partie est montrée dans l'équivalent de 10 minutes, environ. Mais malgré ça, c'est l'une des histoires d'amour les plus touchantes et marquantes qui m'était donné de voir dans un Disney, ou plus précisément dans un Pixar. Donc, voyons d'un peu plus près les personnages. Carl et Ellie sont des personnages qui s'opposent, au vu de leur personnalité et de leur situation familiale. Carl est un personnage timide et solitaire, mais rêveur, venant d'une famille de bourges aigris, et Ellie est une fille introvertie, mais joyeuse, et qui respire la joie de vivre. Comparée à Carl, elle vient d'une famille simple et joyeuse. Oh! La séquence de leur vie de couple, accompagnée d'une façon musicale,
est une manière de ressentir cet amour d'un esprit des plus purs. C'est une façon de ressentir les choses. Rien qu'avec leur comportement quand ils sont tous les deux, on peut voir qu'ils sont amoureux. Tous ces moments sont des plus mignons. Le moment où ils regardent les nuages, où ils peignent la boîte aux lettres, quand ils économisent pour y réaliser leurs rêves. Des petits moments de complicité que j'adore. On les aime bien et on aimerait passer plus de temps avec eux tellement qu'ils sont mignons. Mais malheureusement, ce couple comporte des drames et se termine d'une façon des plus tragiques. Ellie qui ne peut pas avoir d'enfants. Leurs économies qui s'épuisent à vue d'œil au fur et à mesure de leur tracas. Ellie qui tombe malade et meurt, laissant Carl seul. Mais après avoir rencontré Russell, Salut copain. le dabou, et mon préféré, Doug, le chien, Bonjour. Bonjour. Écureuil. Mais c'est un chat qui parle. et après de nombreuses péripéties, Carl a enfin compris qu'il faut qu'il continue sa vie. Que c'est ce que sa femme voudrait, qu'il ne dépérisse pas dans son coin seul. Qu'il continue à apprécier la vie. Cette romance nous enseigne quand même quelque chose. Que malgré la perte d'un être que nous avons aimé, ce n'est qu'une étape et une épreuve de la vie. Nous devons garder les meilleurs souvenirs de l'être que nous avons perdu. Et de continuer à vivre et à apprécier encore plus la vie. Carl et Ellie, avec eux, que ce soit en aventure ou en amour, c'est extra. Numéro 4. Sora et Kairi dans Kingdom Hearts. Voilà qui est assez amusant que je mette ce couple dans le top. Surtout que, oui, pour certains je suis d'accord avec eux, ce couple n'a jamais vraiment été officialisé. Et d'un autre côté, il y en a certains qui vont me dire « Comment est-ce que je peux mettre un couple de jeux vidéo dans un top des romances de Disney alors que normalement il ne devrait pas y avoir sa place ?» Eh ben, je vais vous répondre ceci. Kingdom Hearts appartient à Disney. Comment je peux dire ça ? Tout simplement, à chaque fois que vous commencez le jeu vidéo, il y a toujours le logo Disney Interactive, ce qui signifie qu'il appartient à Disney. Donc, oui, ce couple a sa place dans ce top. Et pour revenir sur ce qu'on avait dit, oui, ce couple n'a jamais été vraiment officialisé. Mais il faut bien quand même avouer qu'il y a quand même certains indices qui nous laissent suggérer que ces deux-là vont finir en couple. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de signes quand même. Oh que si, et il y en a plusieurs. Tous ces indices sont montrés. Des mignonnes petites discussions, surtout ma préférée qui est celle au coucher du soleil. Sora, reste comme tu es. Un dessin de Sora qui se dessine en train de donner un fruit à Kairi, que cette dernière, plus tard, complète le dessin pour avouer son attachement. Sora qui sacrifie son cœur pour sauver celui de Kairi, et du coup cet acte le fait transformer en son cœur. Mais grâce à l'amour que Kairi lui porte, elle réussit à le sauver et à le faire redevenir en être humain. La promesse qui se font de se retrouver après une séparation des plus symboliques qui soit. Kairi qui offre son porte-clés porte-bonheur à Sora pour que celui-ci soit plus fort dans sa lutte contre les ténèbres. Les rêves et le poème de Kairi qui a traversé l'espace et le temps pour arriver entre les mains de Sora. Et surtout, l'acte que je préfère, Kairi qui a réfugié son cœur dans celui de Sora pour échapper aux ténèbres. Si ça c'est pas un truc poétique ça. Malgré les difficultés de la situation de l'histoire à officialiser cette romance, et surtout dû au retard de la sortie de Kingdom Hearts 3 où on aura envie de voir la suite, surtout pour voir si cette romance va enfin s'officialiser, donc voyons voir un peu ces deux personnages de plus près. Kairi est un peu la représentation de la princesse à sauver des méchants.
Sauf qu'ici, la princesse est débrouillarde. Et au bout d'un moment dans l'aventure, elle est armée d'une Keyblade et d'une détermination à retrouver ses amis et en particulier Sora. Et quant à Sora, il est la représentation de l'enfant qui a envie de jouer et de partir à l'aventure en compagnie de ses amis. Mais une fois embarqué dans cette aventure de lutte entre la lumière et les ténèbres, la désillusion prend le pas sur la joie de Sora. Perte, séparation, drame, émotion et combat, tous ces éléments vont faire grandir et mûrir Sora au cours de ses aventures et à retrouver les êtres qui lui sont chers. Surtout que Sora est aidé dans sa quête par le duo de comiques le plus drôle de chez Disney, à savoir Donald et Dingo. Je m'appelle Donald. Et moi, Dingo. Et moi, Sora. Un pour tous et tous pour un. Sora et Kairi, l'union parfaite entre la culture geek et les univers de Disney. On est rentré. Bienvenue. Et nous arrivons au podium, au top 3. Et le numéro 3 est Wall-E et Eve dans Wall-E. Et oui, parfois les meilleures histoires et les meilleurs romans sont avec les personnages les plus simples. En plus que ce soit des êtres des plus mignons qui m'ait été donné de voir, il faut dire ce qui est. À la base, ces deux personnages ne sont que des robots, qui ne sont pas faits ou faits pour comprendre les sentiments ou les émotions humaines. Mais ils découvrent ce que c'est grâce à leur curiosité, comme par exemple le fait de regarder un film romantique, ou tout simplement d'allumer et d'admirer un briquet. De manière extrêmement simple, et ils découvriront par eux-mêmes à développer leurs propres émotions, et aussi développer leur propre union par ces émotions. Et il faut dire aussi que le film a réussi à les rendre vivants de la manière la plus mignonne qui soit. Ils sont mignons à leur manière de parler, de communiquer par leurs expressions, de passer des petits moments entre eux, etc. Il faut dire que la grande force de cette romance est dans sa simplicité, quasiment sans dialogue. Et la scène où l'on peut voir toute l'étendue de leur amour est la scène du ballet dans les étoiles, qui est l'une des plus belles scènes que j'ai jamais vues dans une fiction ou dans tout autre studio appartenant à Disney. Et qu'il faut dire qui est 1000 fois plus beau et romantique que ce rêve bleu. Mais malgré cette simplicité, l'émotion y est, et elle est très forte. Avec eux, on peut tout avoir. Que ça soit de la peine pour Wall-E, qui tente par de nombreuses occasions de tenir par la main Eve. Ou de la peur et du stress que Eve nous fait partager lorsqu'elle se bat contre le temps et la logique pour sauver Wall-E et sa personnalité. Et bien entendu de la tendresse émotionnelle, de les voir heureux ensemble. Wall-E et Eve, prouvant que l'amour peut apparaître chez les êtres les plus simples. Numéro 2. Bernard et Bianca dans les aventures de Bernard et Bianca. Vous les avez oubliés ces deux-là, hein? Avouez-le. Si, avouez-le. Bon, c'est surtout deux personnages que eux aussi ont leur personnalité complètement opposée. Bernard est un petit gars débrouillard, mais qui possède un certain manque de confiance en lui. Cela le met dans des situations assez mal à l'aise. Il est donc d'une nature assez prudente. Et Bianca, fougueuse et intrépide, qui trouve toujours de bonnes idées pour sortir des situations dangereuses. Elle a un positivisme qui affectera Bernard,
et qui le fera tomber amoureux de Bianca. C'est surtout leur objectif en commun qui se les fera rapprocher et à s'aimer. L'objectif d'aider les autres face à toute adversité. Mais surtout, ce que je retiens de cette romance, c'est surtout la chanson. Chaque Disney a sa chanson romantique pour chaque couple. Eh bien, Bernard et Bianca a l'une des chansons romantiques les plus belles que j'ai jamais vues et entendues. Et c'est surtout l'une des chansons qui est le plus oubliée par les fans de Disney. Beaucoup retiennent mieux ce rêve bleu, et ben pas moi. Sans doute à cause de Jasmine, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. La chanson, Demain sera un autre jour, en plus d'avoir une magnifique mélodie, une excellente chanteuse, de bonnes paroles, a également de magnifiques images, d'une telle poésie touchante. Et dans la suite, Bernard et Bianca au pays des kangourous, que je considère au passage comme l'une des meilleures suites de Disney, ce couple a d'excellents moments, surtout du côté de Bernard, qui tente plusieurs fois de faire des propositions de mariage ratées. Et cela apporte également des moments de confusion assez amusants. Mais c'est surtout dans ce film que Bernard découvre enfin le courage qui sommeillait en lui, pour retrouver et sauver son amour, allant même jusqu'à maîtriser et à chevaucher un sanglier. Oh ouais. Ah Bernard, franchement, qu'est-ce que je t'adore. T'es vraiment le héros improbable que j'aime. Je te retiendrai toujours, toi et ton béret si marquant, toi et ton pullover, toi et tes si belles moustaches. Ah Bernard, on t'aime. Larger than life. I need a hero. Bernard, vous êtes mon héros. Bernard et Bianca, nous montrant que même les êtres les plus petits peuvent devenir de grands héros, et que l'amour peut réveiller notre courage. Demain sera le plus beau jour. Bonne nuit Bianca. Plein d'espoir et d'amour. Et nous y sommes enfin. Le numéro 1 parmi les meilleures romances que Disney ait jamais fait est Belle et la Bête dans La Belle et la Bête. C'est vrai, une histoire d'amour classique. Mais cette histoire touche tout le monde, elle est complètement universelle. Et dire que cette romance partait sur de très mauvaises bases, voire même aucune chance de voir le jour, surtout en ce qui concerne la Bête, qui est vraiment désagréable vis-à-vis de Belle. Parmi les nombreuses adaptations qu'il y a eu sur le conte de La Belle et la Bête, c'est la version de Disney qui est le mieux, sans doute parce que c'est montré sous sa forme la plus belle et la plus touchante. Même si je suis très curieux de voir ce que donnera le prochain film dessus avec Emma Watson. Ce qui marche beaucoup dans ce couple, c'est d'abord, et bien entendu encore une fois, les personnages. Belle est une jeune femme d'une grande beauté, intelligente, vu qu'elle sait lire et sans doute pas les autres membres du village, et elle possède une grande détermination de découvrir quelque chose ou quelqu'un qui changerait sa vie, et cela brise le 4e mur puisque cela touche les spectateurs. Et la Bête, qui a un sacré caractère de cochon, se découvre un bon fond en la présence de Belle. Il y découvrira enfin la paix que jusqu'alors il était noyé dans son amertume et sa colère. On peut dire aussi que c'est le côté cohabitation qui rapproche ces deux personnages, puisqu'ils sont obligés de se supporter dans le même lieu. Mais cet amour doit survivre à une grande menace. Menace qui est engendrée en la personne de Gaston, qui est vu comme celui qui mérite la Belle, puisque tout le monde le voit comme beau, musclé et bien bâti.
Il n'y a rien qu'à voir sa chanson. Et Gaston mène le monde extérieur contre la bête qui ne voit qu'en lui qu'un monstre de plus à oxyre. C'est ce qui amène à la confrontation symbolique entre l'humanité et la bestialité. Mais c'est finalement la bête qui est le plus humain dans cet affrontement. Il épargne son adversaire pour ainsi redevenir humain et mériter l'amour de Belle. Personnellement, la bête en humain ne me dérange pas, mais je le trouve plutôt pas trop mal pour Belle. Il y a juste que sur le plan où on le montre qu'il est moche, c'est tout. Cette romance est magnifique, oui, elle l'est. Mais c'est surtout une histoire qui nous invite à sortir des idées fixes, à découvrir beaucoup plus, et enfin à voir au-delà des apparences. La Belle et la Bête, bien que ce soit une histoire des plus classiques, cette histoire continue à vivre et à nous émerveiller. Et voilà, c'est la fin de ma toute première chronique et de mon top. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. Bon, je vous rappelle que pour ceux qui sont tristes que je n'ai pas mis au moins un couple parmi leurs préférences, je vous rappelle que c'était qu'un classement personnel. Bon, j'ai essayé d'être le plus objectif possible parmi mes choix. Donc voilà. Si au cas où vous avez aimé, n'hésitez pas à donner un pouce vert et à commenter en dessous de la vidéo. Je vous répondrai avec un grand plaisir. Si au cas où vous voulez critiquer, en quoi est-ce que vous voulez que je m'améliore, qu'est-ce que vous avez aimé dans ma vidéo, qu'est-ce que vous avez le plus aimé, je vous répondrai ça aussi avec plaisir du moment que ça soit constructif, avec des arguments et des exemples. Ça, il n'y aura aucun problème. Eh bien, pour finir, je tiens à remercier encore une fois les successeurs de Disney, que ce soit Prince, Princesse et tous les autres avec lesquels j'ai discuté. Ils m'ont donné ma chance et franchement, c'est super sympa de leur part. Franchement, je les embrasse très fort. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique. Ça sera peut-être un top, comme là. Ça sera peut-être une vidéo bonus marrante. Ou ça sera peut-être une autre vidéo du projet que j'ai parlé avec Prince, dont j'ai pu parler au moment où j'ai tourné ce passage de la vidéo. Il est d'accord, ce projet ça sera en fait comme Sans Tête, il parle des grands classiques Disney, et bien moi mon projet ça sera de faire des analyses et de parler des films en images réelles de Disney, à savoir les Pirates des Caraïbes, les Narnia, etc. Donc voilà, ça parlera à mon côté cinéaste. Bon, d'ici là, je vous souhaite à tous de vous porter bien, d'être Disney, et je vous dis à la prochaine. Salut!